Francosphère. Dominique Rodrère. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle francosphère gorgée de vie. Nous recevons en effet le célèbre scientifique Joël de Ronet pour la symphonie du vivant. Originaire de l'île Maurice, Joël de Ronet n'a jamais tourné le dos à la mer puisqu'il a été l'un des pionniers du surf de compétition. Son autre plaisir est dans le gène et dans son étude. Il en conclut que notre capital génétique ne pèse pas bien lourd comparé à l'usage que nous en faisons. Son dernier livre paru, Au lien qui libère, contient une promesse, celle de changer notre vie en s'occupant de ce que nous mangeons, des mouvements que nous effectuons et du calme dont nous nous entourons. La mère, toujours recommencée avec la cuisinière guadeloupéenne Babette de Rosière. Elle a grandi au régime poisson et s'en est fort bien portée. Nous l'entendrons dans Le goût de l'enfance d'Anne Bonneau. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Joël de Ronet. Bonjour. La francophonie garde-t-elle pour vous une pointe d'accent mauricien, votre terre natale ? Bien sûr, je parle aussi le créole mauricien, régulièrement avec ma sœur de temps en temps pour nous rappeler les bons souvenirs de l'île Maurice. Vous avez un peu le même style, la même allure que Jean-Marie Gustave Leclésio, autre franco-mauricien célèbre. Ce n'est pas votre petit cousin ? Non, mais on est tous un peu parents à l'île Maurice. Il y a aussi Malcolm de Chazal, le célèbre peintre, et puis Gaëtan Dronet, mon père, qui est né aussi à l'île Maurice comme moi. Et qui était peintre lui-même. Lui aussi. Vous avez beaucoup vécu et travaillé aux États-Unis, mais d'abord, j'allais oublier quelque chose d'important pour l'île Maurice. Vous êtes décoré par l'île Maurice, vous recevez l'insigne le plus prestigieux de l'île Maurice. Absolument, le 12 mars, à l'occasion de la fête nationale de l'île Maurice, j'ai appris avec honneur que j'étais décoré du GSCK, qui veut dire le Grand Commander of the Star and Key, parce que l'étoile et la clé est le symbole de l'île Maurice. Et j'en étais très honoré pour tout le travail que j'ai fait sur le développement durable. L'île Maurice, île durable, pouvant être autonome en énergie en 2040, qui était mon idée. Alors bravo pour cette décoration, dont nous regretterons seulement ici qu'elle ne soit pas donnée en français. Mais bon, voilà, nul n'est parfait. Vous avez justement, à propos d'anglophonie, beaucoup vécu et travaillé aux États-Unis, notamment au MIT, dans le Massachusetts. Le français, vous manquait-il à ce moment-là ? Oui, il m'a toujours manqué. J'ai une femme anglaise, bien sûr, on parle anglais entre nous, mes enfants parlent anglais entre eux, français à moi. Mais ça me manquait beaucoup le français. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est revenu en France. On est revenu en France pour décider si je retournais en Amérique, répondre à toutes les propositions qui m'avaient été faites. Ma femme a eu l'intelligence de penser que c'était mieux de revenir en France pour faire prendre cette décision. Pour bien vous suivre, est-ce qu'il ne faut pas maîtriser une autre forme de français qui est le français scientifique, celui qui peut dire dans une même phrase épigénétique et mémétique ? Oui, absolument. Ce sont des mots qu'on crée souvent pour faire comprendre des concepts très importants comme macroscope, que j'écrirai avec mon livre en 1975. Donc, épigénétique, ça veut dire par-dessus la génétique. Le programme génétique, on pense qu'on ne peut pas le changer, et on a raison, on est déterminé par lui. Mais en fait, il y a une partition par-dessus la partition, d'où le mot épi, qui est le fait que par notre comportement, nous pouvons modifier l'expression de nos gènes. Alors, on va le voir au cours de cette émission. Effectivement, la génétique n'est pas tout. Et mémétique, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, mémétique, ça vient du mot mème. Les mèmes créés par Richard Dawkins, un biologiste anglais, les mèmes, ce sont les gènes sociétaux qui se transmettent par les médias ou par les réseaux sociaux, qui se transmettent souvent de manière virale, comme les tweets de M. Trump. Ce sont des mèmes et ça s'intègre dans des gènes, dans l'ADN sociétal. Cet ADN sociétal, ça peut être la constitution d'un pays, ça peut être les statuts d'une entreprise. D'ailleurs, le principe de précaution qui a été introduit dans la Constitution, il a changé l'ADN sociétal. Oui, alors ça aussi, on le verra, parce qu'il y a un ADN personnel, évidemment, celui que nous avons chacun d'entre nous, et puis l'ADN collectif. On parle beaucoup d'ailleurs de l'ADN d'une entreprise. On dit c'est dans notre ADN. Exactement. C'est une expression qui est devenue finalement très répandue maintenant. Mais elle est proche de la réalité. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Joël de Ronet, voici le portrait qu'en fait Corinne Alexia dans sa vision toujours aussi coupée, décalée. Qui ne connaît pas Joël de Ronet ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? La systémique, la cybernétique, la biotique, la génétique, l'informatique et même la vulgarisation scientifique, toutes ces disciplines en hic dans lesquelles il excelle vous donnent le hoquet, vous soulèvent l'estomac. Peut-être préférez-vous le Joël de Ronet, pionnier du surf, représentant la France au premier championnat du monde dans les années 60, ou bien le natif de Curpip qui a conseillé le Premier ministre mauricien dans les années 2010, ou le père de la romancière à succès Tatiana de Ronet dont les livres se vendent comme des petits pains. Sa dernière métamorphose fait de Joël de Ronet un épigénéticien,
Autrement dit, le destin, il y croit moyen. Il vous prédit que si vous l'écoutez, vous vivrez vieux et en bonne santé. Alors, Joël de Ronet est-il devenu le dernier gourou ? Alors, ce qui vous ferait éventuellement passer pour un gourou aux yeux de Corinne Alexia, c'est le sous-titre de votre livre, La symphonie du vivant. Comment l'épigénétique va changer votre vie ? Est-ce que c'est le type de promesse que s'autorisent les scientifiques ? Absolument. Il y a 2 messages positifs et d'espoir dans mon livre. Le premier est individuel. Comment vous pouvez vous-même modifier l'expression de vos gènes par votre comportement ? Et le second est collectif. C'est comment, collectivement, on peut modifier l'ADN sociétal qui nous conditionne, puisque c'est une forme politique de participation, de démocratie participative. Donc vous, le spécialiste de l'informatique, vous dites que nous sommes comme des ordinateurs, de simples contenants qui peuvent se reprogrammer pour améliorer nos vies ? J'aime bien que vous preniez cette idée d'ordinateur. Il faut prendre une distance à cause de l'émotion, de la sensibilité des humains. Mais de même qu'il y a ce qu'on appelle un système d'opération dans les ordinateurs, en abrégé un OS. Il y a un OS dans votre smartphone, il y a un OS dans votre tablette. Eh bien, cet OS, c'est le programme de base, l'ADN de l'ordinateur. Mais il y a des applis. Les applis, on peut les télécharger ou on peut les susciter à partir de cet OS et elles ont des fonctions différentes. Je peux écouter de la musique pendant que je regarde la météo de la ville où je vais aller pendant le week-end. Donc ce sont des applis, donc prenez l'idée que notre OS, c'est notre programme génétique et nos applis, c'est les fonctionnalités qu'on peut dégager à partir de ce programme génétique selon notre comportement. Alors essayons d'être clairs, dans quelle mesure, jusqu'à quel point notre espérance de vie, par exemple, dépend ou non de notre capital génétique ? Alors, on a cru qu'on était programmé complètement par notre capital génétique, or que la grande découverte de l'épigénétique de ces 20 dernières années, c'est que non, il n'y a qu'une petite partie de nos gènes qui codent pour les enzymes et les protéines. Toute l'autre partie qu'on ne connaissait pas, qu'on appelait d'ailleurs l'ADN poubelle, parce qu'on ne savait pas à quoi il servait, en fait, contient des éléments de programmation de la manière dont cet ADN s'exprime. Des enzymes, je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, c'est expliqué dans mon livre, des molécules d'ARN, des petites molécules qui se promènent dans tout le corps et qui jouent le rôle d'interrupteurs, comme des interrupteurs électriques qui allument ou qui ferment des fonctions. Donc ça, c'est vraiment la grande découverte de ces 20 dernières années. Et surtout, la question fondamentale, elle se pose sur la responsabilité humaine, si on le souhaite. La question, c'est est-ce qu'on le souhaite ? La question, c'est pas mal de gens disent, oui, je comprends dans le livre de Joël de Ronet ce que je devrais faire, mais je ne me sens pas motivé. J'ai pas envie de changer mes habitudes. Et moi, je réponds, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Si vous voyez les résultats sur vous, vous continuez. L'environnement a donc énormément d'importance. On pourrait se dire, comme ça, à première vue, que nos auditeurs ont plus de chances que nous qui sommes ici à Paris, c'est-à-dire qu'il vaut mieux vivre dans les Outre-mer que dans l'Hexagone, non ? Peut-être, parce qu'il y a les deux choses. On a parlé des possibilités volontaire de modifier notre comportement pour modifier l'expression de nos gènes, mais il y a l'aspect involontaire. La pollution, trop de bruit, trop de stress extérieur dans une grande ville, trop de soleil, si on ne fait pas attention au soleil, peut aussi modifier l'expression de nos gènes. Donc, outre-mer, on a quelquefois des conditions plus calmes, dans un soleil maîtrisé, au bord de la mer, par exemple. Nous nous rendons dans le coin lecture avec Christian Tortel pour un extrait d'un roman qui vient de paraître. Je jouais avec les arbres. Ils étaient comme des êtres vivants, pour moi, aussi vivants que des humains. Ils semblaient se chuchoter des secrets. Peut-être étais-je le seul à les entendre. Les arbres étaient au cœur des choses. J'avais 4 ans, mais j'en avais déjà l'intuition. Je me souviens très clairement de ces lents après-midi ensoleillés. Depuis mon perchoir dans les branches, je regardais les insectes en tout genre se promener sur le tronc. Scarabées, fourmis, chenilles et gendarmes, mes préférés. Ils étaient inoffensifs et grimpaient sur mon doigt. J'observais les abeilles engrangeant le pollen. Je ne me faisais jamais piquer, même quand l'arbre, en juillet, en attirait des nuées entières. Vous savez de quel livre est tiré ce passage, Joël de Ronet ? Non, mais ça me rappelle un poème formidable de Victor Hugo que j'adore. Alors dites-moi d'où c'est tiré d'abord. Alors c'est tiré d'une certaine Tatiana de Ronet, son dernier roman, mais vous n'avez pas eu le temps encore de le lire, puisqu'il vient de paraître, c'est Sentinelle de la pluie. Oui, je l'ai lu aussi, chez bien sûr, mais Héloïse d'Ormesson. Alors ça me rappelle ce magnifique poème de Victor Hugo qui s'appelle « Aux arbres » dans les Contemplations en 1856. « Quand je suis parmi vous, arbres de ces grands bois, dans tout ce qui m'isole et m'unit à la fois, je sens dans votre solitude dans laquelle je m'enferme quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. » Comme vous, votre fille écrit, pas le même genre de littérature. Cette prédisposition, est-ce qu'elle vous semble génétique
ou environnementale? Ou épigénétique. Ou épigénétique. Ou épigénétique. Alors il est très possible que dans les familles, on se transmette un certain nombre de caractères. Je décris d'ailleurs dans mon livre la transmission des caractères acquis, c'est-à-dire je rapproche Lamarck et Darwin, l'inné et l'acquis. Donc c'est pas du tout impossible que certaines caractéristiques d'écoute du monde, d'envie d'écrire, d'envie de dire, d'envie de raconter, qui étaient permanents dans les familles, et puis donner la motivation, la vocation à Tatiana. Mais c'est possible, c'est pas sûr. Je reviens à la langue. Votre fille a écrit en anglais ce roman qui se passe à Paris, et il a été traduit en français par quelqu'un d'autre, Anouk Nehoff. Et dans quelle langue la lisez-vous? Alors, d'abord, elle m'envoie ses manuscrits en anglais. Elle écrit beaucoup plus en anglais qu'en français. Elle écrit 90% du temps en anglais. C'est ensuite traduit en français. Moi, je lis en anglais son manuscrit. Et ensuite, j'aime bien le relire en français quand même. Et vous pourriez faire la même chose, écrire directement en anglais? J'écris tous mes articles scientifiques et mes articles philosophiques directement en anglais. Mais mes livres, je les écris en français. En fait, je les dicte à une machine, un logiciel qui s'appelle Dragon Dictate, qui me permet de parler pendant que je marche et de dicter mes livres, qu'il est traduit en Word automatiquement. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie de Joël de Ronet, ancien chercheur à l'Institut Pasteur et parmi ses autres titres de gloire, personnalité numérique de l'année 2012. Il est l'auteur de La Symphonie du Vivant, Au lien qui libère, un livre où il fait de chacun de nous le chef d'orchestre de sa propre vie. Et si nous parvenons à nous bonifier individuellement, nous pourrons changer collectivement les relations de pouvoir de verticale à horizontale. Entre de Ronet et de Rosières, il n'y a qu'un pas que nous franchissons sans plus tarder grâce à Anne Bonneau et au goût de l'enfance de Babette de Rosières. Oh là là là, un petit coup bouillon de poissons entiers avec des petits poissons frais. C'était vraiment formidable. Quand j'étais enfant, j'adorais le poisson, je mangeais que ça. Je mangeais pas de viande, je mangeais pas de riz, je mangeais pas de petits pois d'Angole, je mangeais pas tout ça. J'aimais que le poisson avec fruits à peu. Je suis quelqu'un de la brousse. Le crabe farci de ma grand-mère, c'était à tomber. Quand elle faisait des plats traditionnels, c'était à tomber. Voilà. C'est vraiment sublime. Ma grand-mère habitait le Moule, plus exactement le Grippon. Aller chercher le poisson, faire un coup bouillon, c'est ça qui m'a nourri. Un deuxième, vous ruinerez? Je pense pas. Alors, passez la commande. Remettez-nous ça. L'ambiance. Je suis sûre du succès. Mon oncle était pêcheur. Et un jour, j'ai voulu aller à la mer avec lui. Donc, je monte avec lui, je vais, ça y est, ça me plaît. Il met le moteur, tout ça, ça me plaît. Et on arrive à un moment, il se pose pour pêcher. Et la mer était transparente parce qu'on a une mer extraordinaire. Qu'est-ce que vous regardez? Les ennuis qui se préparent. Et il me dit, regarde comment c'est beau. Et moi, je regarde, je suis tombée dans l'eau. Je n'ai même pas appris à nager. Ah là 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 là, ça m'a fait une frayeur. Depuis ce jour, j'ai dit, terminé, l'eau, il faut que ça m'arrive à la taille. Pas de terre, pas de mer. Mais j'aimais bien les petits poissons qui ramenaient. Je n'aime pas du tout le saumon. Est-ce que vous croyez que vous arriveriez à l'aimer? J'adore le poisson. Le saumon, pour moi, c'est pas un poisson. Quand je vois sa couleur, je dis c'est insolite, c'est artificiel, ça n'a rien de naturel. Et je n'aime pas du tout le saumon. J'avoue que je n'y avais jamais pensé. Vous vous sentez en pays de connaissances culinaires? Ça me rappelle énormément de choses. Je continue à manger beaucoup de plats mauriciens à Paris avec le curry de poisson qu'on appelle le vindai, le mélange du riz et des lentilles, les chutneys tout autour, les rougailles, les breads, qui sont des herbes vertes. Qu'on mange aussi à La Réunion, bien sûr. Voilà, tout ça fait partie de mes souvenirs de l'île Maurice. Et le poisson, vous le recommandez à vos lecteurs, hein? Plus il est gras, mieux c'est d'ailleurs. Oui, surtout avec les oméga 3, les fameux oméga 3, bien sûr. Je recommande le poisson plutôt que la viande rouge. Et j'aime beaucoup la pêche aussi, et manger mon propre poisson. Alors j'ai appris avec surprise et un rien d'incompréhension, je dois vous avouer, que nous étions moins bien pourvus que le riz sur le plan génétique. C'est-à-dire que le riz a plus de 40 000 gènes contre moins de 30 000 pour nous. C'est vrai, et la drosophile, cette petite mouche qui est l'objet de beaucoup d'études de laboratoire, a plus de gènes que nous. On était assez vexés. On s'est aperçu qu'en fait, beaucoup de nos gènes ne codent pas pour les protéines et les enzymes qui font marcher le corps, mais qui codent en fait pour tous les mécanismes de régulation de l'expression de l'ADN. Ce qui fait que même si on a 98% de notre ADN sur les 2% qui codent avec le chimpanzé, on n'est pas du tout comme des chimpanzés parce que tout ce qu'il y a en plus sur la modulation de l'ADN fait la différence entre le chimpanzé et nous. Du poisson au poison, le pire poison pour nos organismes, c'est le sucre.
C'est un des mauvais poisons, évidemment, la cigarette particulièrement, elle a beaucoup de pollution, mais le sucre en essai est un véritable poison et on s'aperçoit que les graisses, maintenant, sont moins dangereuses que le sucre. Pour les aliments, c'est comme pour les couleurs, il y en a qui sont complémentaires et d'autres non. Par exemple, riz plus lentilles, c'est excellent. Hein, oui, absolument, c'est ce qu'on appelle la complémentation alimentaire, c'est qu'il y a des acides aminés essentiels qu'on doit se procurer tous les jours dans notre alimentation, comme la méthionine, la lysine, il y en a 8 en fait sur les 20. Et il y a des aliments qui sont très pauvres en méthionine, mais très riches en lysine, comme le riz et les lentilles. Si on les mange ensemble, on a l'équivalent des protéines d'un beefsteak. Vous dites aussi qu'il faut manger en couleur. Oui, ça c'est vrai, c'est proposé par beaucoup de nutritionnistes. Pourquoi ? Parce que les fruits et les légumes colorés contiennent des pigments, et ces pigments, parmi ces pigments, il y a ce qu'on appelle des flavonoïdes. Le nom est compliqué, mais des flavonoïdes, ce sont des produits antioxydants et anti-inflammatoires. Or, on sait que ce qui nous fait vieillir plus vite et ce qui nous rend malade, c'est l'inflammation et l'oxydation. Donc, autant le faire, c'est facile à voir. Vous qui connaissez bien l'alimentation créole, hein, vous nous en avez parlé à l'instant, est-ce que c'est une alimentation saine ? Oui, elle est très saine, justement, parce qu'elle utilise la complémentation, riz et lentilles, ou bien en Afrique du Nord, la semoule, le couscous et les pois chiches. Donc dans beaucoup d'alimentations traditionnelles, on retrouve cette complémentation. Donc partout, il y a des légumes, des chutneys, des rougailles, un mélange de légumes et de poissons. C'est parfait pour la nutrition, très équilibré. Alors vous avez vous-même une ligne parfaite, vous êtes dans une espèce de régime permanent, Joël de Ronet ? Pas le régime, je me fais plaisir, ma femme aussi, on se fait plaisir, on n'est pas du tout contraint. Pour nous, la prévention n'est pas la privation. On se laisse aller de temps en temps à bien manger chez des amis, mais la plupart du temps, on mange peu et équilibré. Ils sont partis pour gagner. Mais ils ne sont jamais rentrés. Les rugissants du Pacifique, les remous des torrents d'Afrique ont brisé le rêve magique. Ils sont tombés. Vers quel océan secret? Le vent les a emportés. Ils ont retrouvé la lumière, la liberté. Ohé, ohé, capitaine abandonné. Ohé, ohé, les ailes à ton poignet. Capitaine abandonné, chanson inspirée au groupe Gold par les disparitions prématurées de votre frère, le véliplanchiste Arnaud de Ronet, à 38 ans, en mer de Chine, après ses traversées exploits entre les Marquises et les Tuamotu, bien la Floride et Cuba, mais aussi de l'aventurier Philippe de Dieuleveux, à 34 ans, au Zaïre. Alors avec vous, Arnaud partageait le goût et la pratique du surf. Vous avez été champion de France, vous êtes aligné au premier championnat du monde. C'était pour secouer un peu vos gènes et vos enzymes à coup d'adrénaline que vous faisiez ce sport-là, Joël de Ronet ? Dans ces sports extrêmes, il y a deux éléments fondamentaux. Il y a d'abord les hormones du plaisir, qu'on appelle les endorphines, qui nous donnent le plaisir de faire le sport. Et en même temps, il y a l'adrénaline que vous mentionnez, qui nous permet de lutter contre la peur. C'est pour ça que les sports extrêmes ont cette double tendance, le plaisir et la crainte. Et quelquefois, la peur du danger est aussi un plaisir. Vous comprenez le contre-pied de Winston Churchill qui répondait « No sport » pour expliquer le secret de sa longévité ? Oui, bien sûr, je le comprends et je partage ça avec beaucoup de gens qui ne font pas du tout de sport, ils sont en pleine forme. Et lui d'ailleurs disait, vous savez qu'il y a un proverbe anglais qui dit « An apple a day keeps the doctor away ». Une pomme par jour maintient le docteur à l'extérieur. Et Winston Churchill disait « Oui, à condition de viser la tête ». Est-ce que le sport en salle vaut le sport en extérieur ? Je fais du sport tous les jours chez moi. J'ai 3 machines, j'ai un vélo, j'ai un rameur et j'ai un elliptique. Et je fais 30 minutes de vélo. Comme c'est ennuyeux de faire du sport chez soi, j'écoute des livres sur mon smartphone. Et si on n'est pas du tout sportif et rétif aux machines que vous pratiquez, est-ce que la marche, ça peut suffire comme Excellent. activité physique ? La marche, monter les escaliers, c'est déjà parfait. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Le bonusphère culturel de Francosphère. Un bonusphère que Patrice et Lydie Kozak nous dit avec des fleurs, des roses et du jasmin. Mais la dernière pièce de théâtre d'Adèle Hakim, mort en août dernier, contient de nombreuses épines.
C'est une tragédie grecque, une histoire de famille déchirée entre les sentiments parfois exacerbés que les liens familiaux engendrent et le souffle épique des combats pour la liberté ou la résistance comme seule l'histoire peut en créer. L'auteur et metteur en scène palestinien, après avoir adapté Antigone comme une allégorie du conflit israélo-palestinien, entre de plein pied cette fois dans l'évocation de ce conflit dans une période couvrant 1948 à 1988. Des roses et du jasmin n'est pas sans évoquer Incendie de l'auteur d'origine libanaise Wadji Mouad, qui par le twist de sa révélation finale dénonçait l'absurdité et les conséquences dramatiques des conflits fratricides entre deux pays. Dans la pièce d'Adel Hakim se joue la séparation, le divorce entre Israël et la Palestine. Bien sûr, l'auteur et les comédiens sont palestiniens, mais pour autant, chaque personnage, ou presque, porte en lui deux facettes, celle de la victime et celle du bourreau, chacune subissant le conflit tout en étant responsable. En quoi est-ce que la culture fait du bien à la santé, Joël de Ronet ? D'abord, la culture, la connaissance, retenir des connaissances, les mémoriser et surtout les partager dans ce double mouvement d'apprendre pour soi et d'apprendre aux autres. Il y a un mécanisme extrêmement bon pour le cerveau, pour la curiosité, pour la mémoire, et ça fait du bien à soi et ça fait du bien aux autres. Et on peut se sentir bien et mieux même en allant voir des pièces tristes ? Bien sûr. Absolument, en écoutant un concert, en allant voir des pièces strictes comme celle-ci, en allant voir des films parfois durs, ça évoque dans notre corps toute une série de pensées, de mécanismes qui nous aident à vivre mieux. De la même manière, ce n'est pas forcément les musiques les plus douces, les plus apaisantes, mais les musiques qu'on préfère ? Absolument, c'est les musiques qui donnent de l'émotion. C'est comme une peinture. J'ai décrit récemment un tableau de De Staël qui s'appelle L'Orchestre, et je disais sur France Culture que ce tableau de Staël, on l'écoute comme une musique. Parce que, comme c'est un tableau d'abstraction figurative, on devine ce que le peintre a voulu dire, et comme on le devine, on est dans la durée, comme quand on écoute un concert, on n'est pas dans l'instant. Nicolas de Staël, donc, et vous nous rappeliez que votre père était peintre lui-même. Vous êtes un peintre du dimanche, Joël de Ronet ? Un petit peu aussi, j'adore faire des caricatures et des dessins, et je fais des croquis très souvent. Non, mais je ne suis pas un artiste peintre comme mon père, mais j'étais très influencé par lui. Et quelles sont vos activités culturelles de prédilection ? Alors, c'est ma femme qui m'a plutôt amené à ça, c'est-à-dire du théâtre, des ballets. On adore aller voir les ballets sur les grands écrans qui viennent du Metropolitan de New York ou bien du Bolchoï de Moscou. Donc, on va très souvent voir des ballets sur grand écran. Et c'est pareil que de les voir en vrai, entre guillemets ? Avec la sono qu'il y a maintenant, avec les interviews des artistes, c'est aussi bien que les voir en vrai, parce qu'il y a toute une mise en scène maintenant qui fait qu'on est presque mieux qu'au théâtre. Comme d'habitude, nous refermons cette émission avec le Speak French de Jean-Marie Chazot, qui a entendu sur la toile un certain Joe de Ronet. Speak French, c'est le titre de cette chronique que je vous propose chaque semaine, reprenant le Speak White des Anglais, longtemps lancé à la face des Canadiens français. Mais certains, comme Joël de Ronet, se placent dans la mondialisation d'aujourd'hui. Et dans une conférence en 2016 à Lyon, ça donnait « Speak English, read English, be fluent in English, travel, and particularly be completely bilingual ». Which means that you will understand what the Chinese do, what the Indian do, what the South American do, because all this communicates in English. Otherwise, you're doomed, you are analphabète dans le monde d'aujourd'hui. Illiterate, diraient les Anglais, qui ne sont que 9% à maîtriser une langue étrangère contre 20% des Français qui parlent anglais. Mais comme disait Joël de Ronet dans une autre conférence donnée en français à Paris en 2010... So what ? So what ? Le français, c'est un aimable patois, Joël de Ronet, pour vous ? Non, moi je suis pour le multilinguisme. Je ne suis pas axé sur la francophonie seule. Je ne vois pas une espèce de défense. Le multilinguisme, c'est fondamental pour se comprendre. Comprendre une autre langue permet de comprendre les autres. Et donc, je suis en faveur du multilinguisme en général. Le monde est riche de sa diversité linguistique. Absolument, c'est une grande force, la diversité linguistique. Ce qui fait une des forces de l'île Maurice dont on a parlé, il y a un patois créole qui permet de réunir toutes les communautés chinoises, africaines, européennes, indiennes. Mais en même temps, il y a le multilinguisme qui continue dans chacune des cultures. Et donc chacun a sa langue et en même temps un patois global. Donc il y a le double. Et pour vous, le multilinguisme, il doit être individuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de parler une seule langue ? Moi, je le pense. Je pense que c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour le monde. Et cette autre langue doit forcément être l'anglais aujourd'hui ? Pour le moment, l'espéranto mondial, c'est l'anglais. Alors, on a parlé tout à l'heure de manière un peu allusive de l'ADN collectif. Qu'est-ce que c'est que l'ADN sociétal dont vous parliez ?
Ça peut être la constitution d'un pays, les statuts d'une entreprise, le règlement intérieur d'une association, les règles de jeu du rugby. C'est quelque chose qui est conservé sous forme numérique ou sous forme de code, sous forme de texte, et que l'on peut modifier. Et il y a ce qu'on appelle aussi les mèmes, qui sont des gènes sociétaux. Les mèmes, c'est un terme qui a été créé par Richard Dawkins, un biologiste anglais, dans son livre Le gène égoïste. Et les mèmes ont conduit à une science qui s'appelle la mémétique, qui, comme la génétique étudie les gènes, la mémétique étudie la transmission des mèmes dans la société par la presse, par les médias, maintenant par les réseaux sociaux, par Twitter. Donc j'ai repris le thème de mémétique et j'ai créé l'épimémétique, qui veut dire comment on peut changer les gènes de l'ADN sociétal par notre comportement collectif, qui est en fait un message politique. Et alors justement, sur le plan politique, comment est-ce que ce comportement multiplié, c'est-à-dire que toutes nos individualités finalement influent sur le monde, pourrait changer les rapports de pouvoir? Alors, on a un exemple, je vais donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est le mème MeToo, qui a conduit beaucoup de femmes à libérer leurs paroles sur le harcèlement sexuel. Donc les politiques les ont entendues dans le monde, ils ont promulgué des nouvelles lois pour les protéger. Voilà un exemple où l'ADN social a été modifié par un mème. Et le second exemple, c'est le principe de précaution, à la suite des réactions des gens sur la pollution par le bruit, la pollution par les entreprises. Eh bien, Jacques Chirac a fait mettre dans la Constitution française le principe de précaution. Donc l'ADN sociétal de la France a été changé. Merci beaucoup, Joël de Ronet. Tout cela et bien d'autres choses encore se trouve dans votre livre, qui est une incitation à mener une vie meilleure en nous donnant les moyens d'y parvenir. La symphonie du vivant, paru au Lien qui libère. Merci également à Corinne Alexia, Christian Tortel, Anne Bonneau, Patrice Elidi-Kozak, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Tiffaine Vittet.